Monsieur Fumbi, voulez-vous dire à mes téléspectateurs et à moi que Monsieur Ngalundjumesi serait allé voir son collègue plutôt, Monsieur Laurent Esso, pour lui demander que votre arrestation ou séquestration, comme vous voulez l'appeler, soit effective. C'est ce que vous voulez nous faire comprendre? Cela est très net en fait. C'est-à-dire que lorsque nous sommes arrêtés et puis déférés au camp de Nubel, cette succursale de l'enfer sur Terre, très clairement, dès le 2 août, alors que tout le temps nous avons passé les jours autant qu'ils ont pu être durant toute cette période, à différer le billet d'avion, parce que nous espérions qu'à tout moment nous reprendrions l'avion, que quelqu'un se rendrait compte qu'il y a méprise, que quelqu'un s'excuserait, que quelqu'un reparerait rapidement le tort. Arrivé à un moment donné, le 2 août, quand nous recevons cette lettre, nous comprenons ce qui se passe. Que dit la lettre? 2 août 2013. Cela fait 3 mois et demi que vous êtes... Le ministre de l'économie écrit en disant ceci, que l'invention technologique du groupe Hope est d'un tel enjeu important pour le gouvernement, au nom duquel il assure agir, qu'il voudrait je le cite, s'en approprier afin de l'exploiter de façon autonome et indépendante. Cela signifie qu'on vous demande d'abandonner On nous demande vos droits. à ce moment-là de faire une proposition de cession de notre actif, de notre invention. Et vous comprendrez que lorsque cette lettre arrive, elle n'est pas prévue dans la cabale. Elle n'est pas prévue dans le dessin du guet-apens. Elle arrive parce qu'à ce moment-là, depuis qu'on m'a arrêté, si elle n'arrive que le 2 août, c'est parce qu'ils ont imaginé, probablement sur la foi des propos de M. Mboma, que la propriété intellectuelle du groupe Hope, qui comprend Hope Finance et Hope Service, comme je vous l'ai indiqué, était détenue par Hope Finance, dans laquelle M. Mboma était directeur général adjoint et deuxième actionnaire. Parenthèse, Hope Finance est basé à Paris et est un bébé de Hope Service qui est aux États-Unis. Absolument. J'ai bien schématisé. Hein? C'est bien schématisé. Hope Service aux États-Unis est la holding qui coiffe l'ensemble des filiales Hope Finance, Hope Service dans les 8 pays d'implantation que sont la France, les États-Unis, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et la RDC. Et vous venez de me dire que ils ont cru à partir des propos de Patrick Mboma que votre invention était détenue par Hope Finance qui est basée à Paris. Tout à fait. J'ai compris. Tout à fait. Cela veut dire que l'indisponibilité, pour utiliser un terme poétique, pour que ne pas être seulement dans la tristesse en parlant de ces choses, elle mérite d'être connue en fait. C'est-à-dire que le guet-apens est fondé sur une hypothèse, heureusement pour nous, fausse. Monsieur Mboma est donc dans un processus de reconversion professionnelle. Je vous ai dit les mérites. On l'a compris déjà. Je vous ai dit les mérites de cet éminent footballeur qui en a fait rêver plus d'un au Cameroun. Peut-être est-il l'un des tout rares, avec les Samuel Eto'o, que je salue, et d'autres, à faire rêver le Cameroun ou les Camerounais dans des périodes difficiles de son histoire de manière collective. Mais il en est autrement. Dans le domaine de sa reconversion professionnelle, il était encore en apprentissage. Je dis cela parce que par chance, s'il y avait eu ici autant de neurones que de muscles, nous ne serions pas là à vous parler. Non, ça frise l'insulte là. Non, écoutez bien, je vous ai dit le mérite du footballeur, mais est-ce que c'est une insulte que de dire que dans le domaine des finances, il était encore un apprenti? Les muscles et les neurones, on va laisser ça de côté. Alors, maintenant, vous dites que Patrick Mboma a fait croire au ministre Ngalundjumesi que... Lui, directeur général adjoint, aurait pris la succession logique du PDG empêché. Ah d'accord, donc vous pensez que votre arrestation a été motivée par des intentions de ce genre-là? Mais ce n'est pas une pensée, une opinion, c'est écrit. On m'a arrêté pour obtenir l'actif, l'invention technologique. Le ministre de l'économie
alors que jamais depuis 2010, où le groupe Hope est en partenariat avec l'État du Cameroun, il n'a jamais été question de cession de l'invention. Ils n'ont qu'une licence. L'État du Cameroun a une licence, je vous l'ai indiqué. D'exploitation. Une licence d'exploitation sur la plateforme. Comme d'autres communes, comme d'autres États, notamment le Bénin, le Sénégal, oui. C'est une licence. Donc il n'a jamais, à aucun moment donné, été question que le Cameroun devienne propriétaire, en aucune façon, de cette invention technologique. Tout à coup, alors que je suis en prison, le projet non seulement naît, mais on explique, alors que le contrat signé dès 2011 dit clairement dans son article 27 que Hope, le groupe Hope a l'exclusivité de l'exploitation pour peu qu'il réussisse la phase de la livraison définitive technique. On l'a compris. Et donc là, on improvise quelque chose qui n'a jamais été prévu, c'est-à-dire le Cameroun dit qu'il veut l'exploiter, notre invention technologique, de façon autonome et indépendante. Les deux mots sont expressément stipulés dans la lettre du 2 août. Donnez-moi votre enfant. Tout simplement. Et d'ailleurs, ils le disent, puisque le paragraphe qui vient juste après, c'est que nous leur fassions une proposition. Comment voulez-vous qu'un représentant légal, que vous avez privé de liberté, parce que vous soyez privé de liberté par le ministère de l'économie ou par celui qui garde les sceaux, c'est l'État du Cameroun, votre partenaire, qui vous invite et qui vous prive de liberté au moment de rentrer chez vous. Donc pendant que vous êtes privé de liberté, on vous demande de prendre une décision qui n'avait jamais été prévue, ni dans votre tête, ni dans la tête de vos collaborateurs, de vos actionnaires, et encore moins dans le cadre du partenariat public-privé, du PPP, entre le groupe et l'État du Cameroun. Donc vous comprenez à ce moment-là ce qui se passe, et je voudrais vous indiquer une autre information. Avant le mois d'août, je suis arrêté le 9 mai, gardé à vue le 10 mai, oui. Et déféré 12 jours plus tard au camp de Nubel. Savez-vous qu'en juin 2013, c'est-à-dire seulement 4 semaines après mon arrestation et ma détention, l'État du Cameroun, à travers ses représentants, dans le cadre d'un sommet onusien sur le numérique, le monde numérique, à Genève, a déclaré, cela peut se voir puisque les écrits de cette intervention publique sont disponibles, que la plateforme informatique intégrée, que devhope.com, que l'invention technologique de rupture du groupe Hope était l'œuvre du Cameroun. Donc dès le mois de juin, où je suis en prison, cette lettre qui arrive le 2 août 2013 n'est que la suite de ce qui s'est passé déjà en juin de manière très officielle. L'ONU, est-ce qu'il peut avoir une communauté plus large que l'ONU? 1 mois, 3 semaines après, on vous envoie une lettre pour vous demander de céder. 4 semaines après mon arrestation, on en parle officiellement à l'ONU. De juin à août, comme on se rend compte qu'on ne peut pas saisir l'invention en se passant de mois, parce que l'invention simplement est en fait hébergée par Hope Service dans le cadre de la holding qui se trouve aux États-Unis. Et donc, M. Mboma n'étant pas actionnaire de Hope Service, le fait que je sois de Hope Finance, qui est en France, et il est même directeur général adjoint, c'est-à-dire ayant la capacité de signer dans le cadre de la continuité de la personne morale. Il est directeur général adjoint, statutairement parlant, comme je vous l'ai indiqué. De Hope Finance, en France. Donc Hope Finance France est incapable d'être utile au ministre, au pluriel, celui qui garde les sceaux et le ministre de l'économie. Ils ne sont pas capables d'atteindre leur dessein diabolique par l'entremise du nouveau représentant légal de Hope Finance, qui est mon directeur général adjoint, M. Patrick Mboma. Et donc, c'est dans ce cadre que, malgré l'annonce, vous comprenez que dès juin, à Genève, devant l'ONU, il est écrit que je suis parti pour ce camp de Nubel, soit pour y rester à vie, soit pour mourir. Il est écrit? Ils disent déjà à l'ONU, officiellement, que l'invention est l'œuvre du Cameroun. Oui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au courant de cette intervention puisque je suis en prison. Mais vous comprenez, a posteriori, que dès le mois de juin, tout, absolument tout, va être tenté et fait pour donner corps à ce dessein, qui est que cela soit une invention qu'on a à l'État du Cameroun, ou d'ailleurs à ceux qui l'extorquent. Parce que s'ils agissent au nom de l'État du Cameroun, ou s'ils assurent agir au nom du gouvernement, comme M. Nganou Djoumessi l'écrit dans sa lettre du 2 août 2013, nous ne savons pas. Mais en tout cas, pour nous,
c'est le représentant légal le plus autorisé de l'État du Cameroun qui nous parle en ces termes-là. En des mots, c'est une lettre qui est tout à fait une lettre facile à consulter. Et donc, nous comprenons dès le 2 août ce qui se passe. Mais dès juin, on aurait pu le comprendre si on avait été à l'extérieur. Bah oui. Et par la suite, pour faire mieux encore, nous signons quelque chose. Nous signons une offre. Une offre. Parce que les représentants du ministère de l'économie viennent jusque dans notre cellule en prison. Ils viennent pour parler avec nous. Et donc, on nous force à faire une offre à 15 millions d'euros. Bien sûr, parce que c'est M. Fumbi. Si vous voulez être libéré, c'est très simple. Vous nous cédez l'invention technologique et vous allez être libre. Et donc, on convient que ça va être 15 millions. Seulement 15 millions d'euros, autour de 10 milliards. Je voudrais juste rappeler à l'intention de vos téléspectateurs, cela peut être vérifié d'ailleurs sur Internet, mais il y a des documents très officiels, très officiels, dans lesquels la Direction générale de l'économie, c'est-à-dire cette instance qui au Cameroun calcule les principaux indicateurs économiques de l'État du Cameroun, a chiffré, a fait ce qu'on appelle une valorisation financière de l'invention technologique entre 3600 et 3700 milliards de francs CFA. 3700 milliards, bon, je ne sais pas combien ça peut faire en euros. Ça fait autour de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Tout à fait. Donc, et c'est le Cameroun qui l'a chiffré comme ça? C'est le Cameroun, le ministère de l'économie, c'est-à-dire le ministère des chiffres, le ministère de la mesure des quantités, le ministère de la planification. C'est ce ministère-là qui a chiffré, qui a fait cette estimation financière de la manière la plus officielle, puisque même dans le cadre de l'ONU, un document atteste que le Cameroun a ainsi rappelé ce chiffrage-là dans un autre contexte, dans le cadre notamment du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Pardon de vous couper. Hein. Était-ce à votre demande ce chiffrage ou du plein gré du ministère de chiffrer cela? Mais pas du tout, nous avions nos propres chiffrages. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez influencé? Mais pas du tout, c'est-à-dire que, regarde, un État travaille comment en fait? Le ministère de l'économie au Cameroun s'appelle MINEPAT, Ministère de l'économie, de la planification et de l'administration et de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que c'est le ministre de la planification. D'accord. Donc leur travail, c'est de planifier, c'est de projeter, c'est d'évaluer, c'est d'estimer. En fait, c'est de faire des prévisions, des projections économiques qui vont ensuite influencer les politiques gouvernementales. Donc ça veut dire très concrètement qu'un État normal, quand il entre dans un projet, il doit avoir calculé les inconvénients, les avantages, pour dégager le gain net à terme pour l'État. Et je vais vous dire mieux, M. Wafo. Il y a eu 2 arrêtés ministériels. Dès 2010, un arrêté ministériel a créé ce qu'on a appelé le groupe de travail autour du transfert service, composé du directeur général de l'économie, du directeur général de la planification, du conseiller technique, un éminent professeur d'économie par ailleurs, également, et de beaucoup d'acteurs, de beaucoup d'experts, internes et externes. Et le but de ce groupe de travail, qui a été présidé par le ministre de l'économie en personne, était justement d'étudier en profondeur l'invention technologique pour dire, en tant que ministère de l'économie, quel peut en être le rayonnement et les avantages pour l'État du Cameroun. J'ai mis à votre disposition une plaquette qui a été conçue par le ministère de l'économie. Vous y voyez le sceau de l'État du Cameroun. Je l'ai vu, cher et vous y voyez les adresses, etc. Vous voyez bien les avantages du transfert service et de devhop.com pour l'économie camerounaise. Est-ce que vous savez, M. Moafo, qu'on pouvait acheter les œuvres de Manu Dibango, que je salue encore dans le contexte actuel, on pouvait acheter au Cameroun ces œuvres, de Ben Deka, de Tala André Marie, on pouvait les acheter sur la plateforme. Sur la plateforme. On pouvait faire une réservation d'hôtel sur la plateforme. Le ministère de l'économie, en fait, c'est une sorte de chef d'orchestre, en fait. C'est un ministère qui n'est pas juste sectoriel comme les autres. En fait, il est là pour ouvrir le chemin, pour déblayer, pour que les autres ministères techniques puissent réellement récupérer cela pour implémenter. Donc, c'était une application sectorielle de la stratégie de la croissance et de la technologie, et qui couvrait réellement l'ensemble des registres de cette stratégie. Et là, l'économie camerounaise
aller récupérer une grosse bouffée d'oxygène, car plus de pertes dans un secteur, dans un pays où tout est informel. Là, la TVA allait être captée tout de suite. Puisque les entreprises qui sont là numériquement, elles sont officiellement là. Ça veut dire que je comprends pourquoi... Est-ce que vous comprenez aussi, vous comprenez aussi sur quel fondement le ministère de l'économie a fait son évaluation financière? Elle a d'abord tenu compte, vous savez que les chiffres sont connus en fait, combien le Cameroun dilapide à perte, en pure perte, dans la corruption et les détournements. Quand vous êtes sur la plateforme, on ne détourne plus. Déjà, c'est un gain. Ça veut dire que même avant de capter le premier sou à l'international, ou auprès d'une entreprise, ou d'une institution, ou d'une autre commune, il y a déjà qu'à périmètre budgétaire constant, le budget du Cameroun dégage en soi, grâce à l'invention, une capacité d'autofinancement supplémentaire. Et ce delta est dû à ce qu'on ne détourne pas. Allez voir les chiffres de la BAD, du FMI, de la Banque mondiale, y compris du Cameroun, en matière de détournement, et vous verrez donc le gain. Le deuxième registre sur lequel le ministère de l'économie a fait son évaluation de la valeur financière de l'invention technologique, c'est justement la quantité d'argent, de ressources non alternatives, non génératrices d'endettement, que la plateforme devait permettre de capter. Écoutez bien, non génératrices d'endettement. Vous savez que l'argent que les institutions et les bailleurs bilatéraux et multilatéraux donnent, même quand ce sont des fonds à taux intéressants, il y a toujours un taux en fait que vous remboursez à un moment donné. Souvent sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Et donc, l'argent que la plateforme devait mobiliser ne génère pas de l'endettement. Soit c'était un don d'un particulier, comme vous le faites à votre proche, comme vous pouvez le faire pour réhabiliter votre école, soit d'une association qui le fait parce que c'est sa vocation et son objet social, soit d'une entreprise parce que c'est sa responsabilité sociale, sa RSE en tant qu'entreprise, soit d'une organisation internationale parce qu'elle a des fonds pour dispatcher, soit d'une église, soit etc., etc. En fait, ça n'endette pas le Cameroun. Ou alors même d'investisseurs qui viennent, quand vous investissez dans une commune, vous n'endettez pas la commune. Vous n'endettez pas la commune, d'accord ? Vous investissez. Donc que ce soit une contribution ou un don, par quelque côté que vous prenez notre invention, elle avait ceci de sain, qu'au-delà des commissions sur les transferts d'argent et les délais, etc., en fait, concrètement, elle permettait de ne pas générer de l'endettement. Et elle permettait aussi que le Cameroun ne soit pas obligé de recourir au FMI tous les matins. Ben, je ne vous fais pas dire, puisque nous sommes là en plein plan d'ajustement structurel depuis 3 ans. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que notre solution, à l'époque, a d'autant accueilli l'enthousiasme dans ces différents pays que nous sortions de la crise financière, la crise des subprimes de 2008, qui a été une crise extrêmement violente, qui avait complètement rarifié les sources de financement et qui faisait que les pays étaient dans une compétition atroce dans la course vers la recherche des financements. Donc nous apportions là une solution, une aubaine, qui permettait véritablement à ces États-là d'avoir une alternative. Nous ne voulions pas qu'elles se plaignent simplement d'avoir un CFA qui n'en est pas en tant que monnaie, parce que on a vu ce que le Japon, les États-Unis et l'Union européenne ont pu faire. Ils ont battu, ils ont fait tourner la planche à billets pour pouvoir relancer leur économie. Mais les pays de la zone CFA, ces 15 pays, n'ont pas de planche à billets, donc elles n'ont absolument rien fait tourner. C'est la France qui décide de tout. D'accord ? Et deuxièmement, nous avions surtout le fait que les emprunts, l'aide publique internationale par exemple, vous savez que l'aide internationale avait fléchi dans cette période-là. Parce que les pays eux-mêmes, qui sont des pourvoyeuses de fonds, étaient en difficulté, dont l'aide avait baissé. Nous demandions simplement de renoncer à la corruption et au détournement et aux surfacturations et au fait de faire financer le même projet plusieurs fois. Donc pour en revenir à ce que vous disiez... En août, on vous envoie dans une lettre. En août, je reçois une lettre de faire une offre. Donc on m'impose le montant de 15 millions, de 15 millions, qui est 10 milliards. De 15 milliards, pardon. Non, 10 milliards de francs CFA, 15 millions d'euros. 10 milliards de francs CFA, 15 millions d'euros. Voilà. Donc ça veut dire que l'équation, elle est très simple. Pour un truc chiffré à 3000 je ne vous le fais pas dire. Milliards de francs CFA. Je ne vous le fais pas dire. Vous êtes braqué, vous signez. Pourquoi, monsieur Monfo? Non, ce n'est pas que l'invention, le ministère de l'économie pensait que l'invention puisse être achetée à 10 milliards. Voilà l'équation. Oui, dites-moi. Elle est très simple. Liberté du représentant légal du groupe Hope, plus 15 millions,
plus invention égale 15 milliards. On vous vendait votre liberté. Ma liberté plus l'invention, c'est ça qui permettait d'atteindre 15 millions. Ça veut dire que votre invention ne valait même pas 10 milliards. Non, ça veut dire que simplement, on est là devant le chantage. Et donc finalement, pour faire les choses encore plus sérieusement, la cabale, elle a pris des allures grotesques. Est-ce que vous savez que le 9 octobre 2013, non seulement en juin 2013, on communique devant l'ONU, non seulement le 2 août, on fait une lettre bilatérale au groupe Hope, mais le 9 octobre 2013, 5 mois après votre... page pleine dans Cameroun Tribune, un appel d'offres sur defhope.com pour recruter des privés, des entreprises privées ou des experts privés pour remplacer, substituer Jean-Emmanuel Fumbi et ses collaborateurs, c'est-à-dire le partenaire technique stratégique de l'État, le groupe Hope. Je vais vous dire, parce que c'est très important que vos téléspectateurs le comprennent. Il est normal, monsieur Moafo, et je ne voudrais pas ici que nous manquions de le souligner. Tout État a le droit, selon le droit international, d'exproprier n'importe quel actif à n'importe quel moment pour des raisons de souveraineté, c'est-à-dire d'utilité publique. Si l'État du Cameroun estime que cette invention, elle en a besoin pour l'intérêt, pour des raisons d'intérêt public, d'utilité publique ou d'intérêt général, la loi internationale lui permet en fait de le faire. De le faire. Ça, il faut que nous disions les choses, la vérité. Oui, ça je comprends bien. Mais la loi internationale et la loi camerounaise, au demeurant, posent 2 conditions à cela. Lesquelles? Première condition, démontrer et le consacrer par un document officiel, qui au Cameroun vient du Parlement ou par un décret du président de la République, que l'invention de technologie est d'utilité publique. Chose que M. Nganou n'a jamais faite. Démontrer par la suite qu'il y a une compensation financière au prix du marché avant l'expropriation. Auquel cas, nous avons ce qu'on appelle une expropriation légale. Donc, toute expropriation n'est pas illicite. L'appropriation n'est illégale et illicite qu'à partir du moment où il n'a pas été prouvé que c'est pour des enjeux d'utilité publique et dans la mesure où vous n'avez pas été financièrement, pour faire trivial, dédommagé financièrement avant d'être exproprié. Dans votre cas, vous êtes Cela veut dire déjà exproprié alors qu'on a... Il n'y a pas eu d'utilité publique qui a été démontrée. Je n'ai pas un acte présidentiel, je n'ai pas un acte de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je n'ai rien du tout. Et la meilleure preuve que cet acte n'existe pas et n'était pas prévu pour exister, c'est que quand c'est d'utilité publique, on ne peut pas extorquer un actif à un privé pour le confier à un autre privé. Ah, vous avez compris? La loi dispose de cela. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous voudrez à ce moment-là, il y aurait un problème avec c'est un problème pour être trivial de discrimination. Quand on exproprie, c'est... Il faut que l'État l'exploite lui-même. Parce qu'il estime justement que dans les mains d'un privé, cette invention ou cet actif est beaucoup trop important en termes d'enjeux pour la collectivité nationale ou internationale pour pouvoir rester seulement sous le contrôle du privé. Et donc l'État prend cela sous sa bannière et l'exploite. Mais quand on choisit un privé, j'ai envie de vous dire, quel privé aurait pu mieux maîtriser cette invention que le groupe Hope qui l'a conçu, qui l'a mis en œuvre et qui ne pouvait que mieux l'exploiter. Donc quand on prend un privé pour un autre, cela veut dire clairement qu'on est plutôt dans une expropriation illicite. Deuxième considération, les 15 millions qu'on nous a demandés. En fait, on ne nous a pas libérés. Ah, vous avez quand même signé? Bah, bien sûr que j'ai signé. En tant que Hope Finance? Mais bien sûr. Mais vous signez Hope Service. Hope Service? Oui. Bah, vous aviez le droit de signer pour Hope Service? Mais je suis le PDG du groupe Hope. Du groupe Hope, ok. Donc de la holding et également de Hope Finance. J'étais le PDG de la société Hope Finance en France, une SAS de 800 000 euros de capital, et j'étais également le PDG de la LLC, Hope Service, la holding. D'accord? Et les autres entités des filiales étaient des membres de... Qui avaient des licences. Voilà. Étaient des membres... Non, pas de licence, c'est-à-dire qui avaient en fait des droits... C'est l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'exploiter une technologie. C'est juste de l'usufruit. Vous donnez ce droit dès lors que l'inventeur que je suis octroie
cette faculté à la personne morale peut l'utiliser comme bon lui semble. C'est-à-dire, ce n'est pas Jean-Emmanuel Fumbi qui exploitait ou qui utilisait, c'est la personne morale. Jean-Emmanuel Fumbi est juste l'inventeur au titre de la propriété intellectuelle. La personne morale qui est une entreprise. Voilà, il y a un deal entre Jean-Emmanuel Fumbi et la personne morale. D'accord. Pour ce qui est de la cession. Voilà. Alors, vous leur avez donc signé la cession pour 15... Pour 15 millions, moyennant ma liberté. Oui. Je n'ai pas eu de liberté parce qu'une fois qu'ils ont reçu l'offre qui a été donc signée, regarde, l'offre, elle est signée le 6 août. Vous comprenez que en prison, vous ne pouvez pas écrire une offre de 10-12 pages dans ce camp de Nubel-là, où il n'y a rien du tout, il n'y a pas de machine, il n'y a rien. Donc vous voyez bien que quelqu'un a aidé, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que je reçois la lettre le 2 août. D'ailleurs, la lettre, elle arrive à Paris le 2 août et on me la sert en prison le 2 août. Bon, d'accord. C'est coordonné, ça. D'accord. C'est quoi? C'est coordonné. Je vous ai dit que je recevais dans ma cellule, normalement, allègrement, les collaborateurs du ministère de l'économie. Ça veut dire que le gars suivait patiemment le déroulé des choses, du processus. Est-ce que votre directeur adjoint, qui, du fait que vous êtes privé de liberté, devient de fait directeur général, Patrick Mboma, a reçu cette lettre du 2 août 2013? Moi, je suis dans un camp de concentration à Nubel. Comment voulez-vous que je sache? Vous lui poserez la question quand vous en aurez l'occasion. En tout cas, la lettre, elle est officiellement adressée au président directeur général. À Paris. À Paris. Alors qu'ils m'ont mis à Nubel. Que vous appelez prison, terme que je recuse. Ils m'ont mis dans le camp de Nubel et ils m'écrivent à Paris. Mais ils prennent soin, puisqu'ils veulent que j'ai l'information. Ils savent très bien que M. Mboma, ils ont découvert que M. Mboma, tout nouveau représentant légal, tout nouvel interlocuteur du Hope Finance qu'il est devenu, n'avait aucun pouvoir s'agissant de la cession de la propriété intellectuelle. Donc il l'adresse. Puisqu'elle est confiée à Hope Finance aux États-Unis. À Hope Service aux États-Unis. Tout à fait. Et donc on l'adresse à qui de droit? C'est-à-dire à l'inventeur. Et on l'adresse donc au camp de Nubel. Je reçois la lettre le 2 août. Et dès le 6 août, ils reçoivent donc l'offre 15 millions et liberté en échange de l'invention technologique le 6 août. Qui a écrit cette réponse? Elle a été écrite. Par qui? Et je l'ai signée. Ah d'accord. Donc quelqu'un, quand vous a dit elle a été écrite et je l'ai signée. Monsieur Moifo, si vous êtes sous 40 degrés, si vous êtes dans un camp où il y a près de 3500, 4000 personnes, dont plus de la moitié dorment dans la cour, partant de pluie, partant de canicule. Si vous êtes dans une cellule où il y a une toute petite fenêtre, mais qui embaume de l'air parce que les eaux usagées ne sont pas vidées et parce qu'il y a une odeur pestilentielle, si par ailleurs vous êtes hémiplégique comme je l'étais de tout mon côté droit et que vous êtes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 à l'IT, si on vous demande de signer, vous signez, monsieur. Et vous ne posez pas ces questions parce que vous les posez quand vous avez votre faculté à manifester votre volonté pour dire oui ou pour dire non. Voilà pourquoi les actes qu'on signe dans la contrainte d'une prison, même quand c'est une prison, on n'était même pas dans une prison, mais dans la succursale de l'enfer sur terre, j'étais dans cet antre-là, j'ai signé, monsieur. Mais le pire, c'est qu'après avoir signé, je n'ai pas eu ma liberté. Il est survenu 2 événements. Ils ont convoqué, parce que d'autres conseils sont plus malins, peut-être qu'on peut même faire moins que 15 millions. Et un camp dit, 15 millions déjà, franchement, ça risque de même pas être raisonnable au cas où un jour on le libère vraiment comme on a dit, etc. Justement, pourquoi le libérer? Il y a moyen de faire autrement parce que quel que soit le prix, si vous le libérez, est-ce que vous connaissez bien ce garçon? Regardez bien son profil, etc., etc. On bosse avec lui depuis 3 ans. Vous ne le connaissez pas. Nous croyons que vous ne le connaissez pas. C'est un inventeur. Il peut vous trouver des trucs. Et donc, il crée ce qu'on a appelé un comité ad hoc de relecture du contrat de partenariat de 2011, c'est-à-dire qui est déjà fait. Ce comité de relecture, avec plusieurs experts internes et externes, qu'on paye grassement, rend son rapport en date du 30 novembre 2013, dans lequel il préconise des moyens de se passer de nous pour pouvoir arriver. Il dit, bien sûr, on peut l'acheter, c'est-à-dire l'option qui est déjà sur la table, avec cet abus de 15 millions d'euros, de 10 milliards de francs CFA. Mais également,
on peut avoir d'autres façons. On va relire le contrat et dire que, etc. Le document est officiel. Je crois qu'on ne va pas s'égarer dans ces détails-là. Je voulais juste signaler à vos téléspectateurs qu'en date du 30 novembre, au lieu de payer les 15 millions d'euros et de vous libérer, on a eu peur que, reprenant ma parole, que je trouve un moyen de le leur faire payer, et donc on a plutôt décidé d'aggraver mon cas. C'est ça l'information que je veux communiquer. S'ils veulent regarder ce document du 30 novembre, ils peuvent aller même au ministère de l'économie le trouver, hein. C'est daté du 30 novembre, et nous le disposons, et nos avocats le disposent également, et c'est dans la procédure. Et aggraver notre cas, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'ils trouvent un moyen de déposséder le groupe Hope de son actif, de son invention, sans bourse déliée, sans payer un sou. Et donc, il me reste seulement deux options en tant que représentant légal. Oui. Il me reste la prison à vie ou la mort. D'où le fait qu'ils ont accepté beaucoup de dossiers. D'où le fait que chaque dossier, leur stratégie au Cameroun, c'est on vous sort un dossier de nulle part, tarif 3 ans. On sort un autre dossier, 2 ans. Et puis un autre grande instance, 10 ans. Et puis voilà la stratégie que vous pouvez voir dans beaucoup d'autres cas. Et si vous avez eu raison de recevoir mon ami Maître Lydiane Eyoum sur ce plateau, que nous saluons Maître Lydiane Eyoum, que je salue ici, vous pourriez aussi mettre à cet actif-là Thierry Michel Atangana et bien d'autres. Que je connais, que j'ai rencontré. Que je salue également, à qui je rends hommage pour le fabuleux travail qu'il fait. Et en fait, c'est la tactique, c'est la stratégie, en fait, pour vous maintenir indéfiniment dans les liens. Et l'alternative, c'est votre mort. Dans mon cas, c'était les deux se fusionner. Parce que, étant malade... Hémiplégique de tout à côté. N'ayant aucune possibilité d'être soigné localement, peut-être que vous y reviendrez tout à l'heure, en fait, j'allais juste rester le temps qu'il faut pour mourir. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais déjà fait mes adieux. Monsieur Mboma, d'ailleurs, pour vraiment dire les choses, il faut que les gens le sachent, Monsieur Mwafo. Vous savez quel est le problème? C'est que chacun de nous, en particulier ceux qui ont été en prison, c'est tellement un camp, tellement déshumanisant, où la cruauté, où les pratiques inhumaines sont à un tel point que même après ce camp de Nubel ou de Kondengui, on a honte d'en parler. Moi, j'ai fait l'effort, je continue à faire l'effort, de trouver les mots pour compter, pour rapporter l'inénarrable. Le fait que M. Mboma m'a trouvé, y compris dès la cellule, à la PJ. Il vous a trouvé à la cellule. Il a eu le droit d'entrer à la cellule, ce qui n'est pas normal. Et devant les autres, une vingtaine de personnes, vous comprenez qu'à la cellule, quand on est 20 dans 10 mètres carrés, tout le monde est debout, on ne dort pas. Vous ne buvez pas, vous buvez si les policiers le veulent. Il vaut mieux que vous ayez de l'argent pour payer à boire. Même votre repas qu'on ne vous donne pas, vous le faites venir par vos collaborateurs. Vous mangez quand ils veulent ou quand vous payez. Donc vous leur payez un repas à eux tous, comme ça ils vous donnent le droit de manger le vôtre. Vous parlez de tortue, peut-être qu'on y reviendra. Et donc concrètement, M. Mboma est venu et il m'a dit la chose suivante devant témoin. Et d'ailleurs, cette parole qu'un officier a entendue m'a valu un petit allègement. Je pouvais boire mon eau et je pouvais avoir poursu une douche chaque fois que cet officier était là. Parce qu'on vous empêche même de prendre des douches, pas 40 degrés. On appelle douche, en fait. Vous vous versez de l'eau. D'accord? Et donc, il m'a dit... Patrick Mboma, Jeff, Jean-Emmanuel Fumbi, il m'appelle comme ça, on m'appelle comme ça. Tu peux dire au revoir à ta famille. J'ai tout verrouillé. Nous avons tout verrouillé là-haut. La seule personne qui peut te libérer, c'est le PR, donc le président Biya. Et j'ai ajouté... Patrick Mboma, et peut-être Dieu. Pardon? Et j'ai dit, et peut-être Dieu. C'est ce que vous avez ajouté? C'est ce que j'ai ajouté. Puisqu'il m'a dit qu'en dessous, tout a été verrouillé. Et je vais vous confesser parce qu'il faut que nous soyons dans une démarche de vérité. Mais c'est une lourde accusation, ça, quand même. Non, c'est pas une accusation. Écoutez, quand on a été dans l'antre de la mort, d'accord, on n'est pas dans cette coquetterie, Non, on n'est pas dans ces phénomènes-là. C'est-à-dire que j'ai vu, moi, la mort de mes yeux. Je l'ai même conjurée. Encore aujourd'hui, je n'ai pas fini de réfléchir pour comprendre pourquoi elle a décidé de me donner des vacances. Parce qu'il fut un temps, dans ce que j'ai appelé la succursale de l'enfer sur terre, mourir m'est apparu comme étant l'option la plus intéressante, la plus pertinente. Et donc,
Il n'a pas seulement dit, j'ai eu à faire mes adieux, j'ai eu à envisager et à organiser les choses par rapport au fait que je considérais pas seulement que je ne serais plus, mais qu'il ne valait plus la peine que je continue d'espérer à être. Et donc, sa prophétie s'est accomplie complètement. Parce que finalement, aucun ministre, ni celui qui m'a invité, le ministre de l'économie, ni le garde des Sceaux, qui avait largement la possibilité d'user de ce que la loi lui octroie, à savoir l'arrêt des poursuites, rien de tout cela ne s'est passé, même pas au moment où, le 13 février 2015, je suis libéré. Je suis libéré sans titre, sans décision judiciaire, ni arrêt de poursuite, ni grâce présidentielle. Libération. Vous voyez ? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Pourquoi Patrick Mboma vous en voulez tant? Pourquoi? Je crois que vous pourriez lui poser la question. Il est à Nous sommes en France. C'est votre ami, donc vous lui poserez la question. Vous voulez quoi? Que je me lance dans des conjectures? Depuis votre libération, ça fait quand même bientôt 5 ans. Vous ne lui avez jamais parlé à Patrick? Je n'en ai pas eu l'opportunité, non. Vous n'avez pas son numéro? Non, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez appelé. Je ne comprends pas. C'est trop compliqué chez les téléspectateurs. Vous voulez savoir si lui, il est au courant que j'ai été libéré? Mais il est forcément au courant. Il est au courant puisqu'il venait. Il a envoyé, y compris ses parents, y compris sa mère, venait au tribunal. Vous comprenez ça? La mère de Mboma n'est pas n'importe qui. Les gens la connaissent. D'accord? Donc lui, son avocat continuait à venir au procès quand j'étais hémiplégique, quand j'étais mourant, quand mon pronostic vital était dit engagé. Pas seulement, monsieur, par mon médecin personnel local, mais surtout par le médecin de la prison, que je salue ici, mais surtout par les hôpitaux de l'État du Cameroun. Quand vous êtes dans les liens de la détention, c'est l'État, c'est le procureur qui décide si vous allez quelque part ou pas, y compris à l'hôpital. Donc ils m'ont amené chez leurs médecins dans leurs hôpitaux, à l'hôpital général, à l'hôpital Lakentini, à l'hôpital Adluchem, dans tous leurs hôpitaux. Et tous leurs hôpitaux et tous leurs médecins ont dit une seule et même chose. Deux choses. Primo, le contexte carcéral est complètement incompatible avec l'état de santé de M. Fumbi. Deuxième chose et dernière, le plateau technique que nous avons dans nos hôpitaux et dans notre pays ne peut pas lui assurer les soins de santé dont il a besoin. Et nous recommandons l'évacuation sanitaire vers une destination où le plateau technique est nettement plus élevé. Je suis allé à Lakentini 2 fois, donc il y a 2 rapports de l'hôpital Lakentini, hôpital public de la région du littoral. Je suis allé à l'hôpital général 2 fois. C'est pas le plus petit des hôpitaux, n'est-ce pas? L'hôpital général de Douala, par 2 fois, etc. Tous les rapports médicaux, y compris M. Moafo, pour ne rien vous cacher, celui du ministre de la Santé, à l'époque Mama Fouda, il a ordonné, à la demande de M. Le garde des Sceaux, il a demandé une expertise diligentée par son propre département ministériel, le ministère de la Santé, qui est donc venu à notre cellule nous trouver alité. Il n'y a pas de lit dans ce camp-là, d'accord? Il y a des morceaux de bois sur lesquels on met ce qu'on appelle un mandat. C'est une sorte de matelas que vous avez acheté auprès d'un gardien de prison, comme ils disent là-bas, un maton, un surveillant, d'accord? Et il a à peu près cette épaisseur-là. Donc j'étais alité, et cet expert, avec ses collaborateurs, est venu sur place, et son rapport dit exactement la même chose. Ministère de la Santé, 2 fois l'hôpital général, 2 fois la Lakentini, Adluchem, mon carnet de santé de la prison, avec des interrogations du procureur général ou du procureur de la République directement au médecin-chef de la prison, etc. Tout cela est unanime et converge à ces 2 seules conclusions. Le cadre carcéral ne sied pas à son état de santé, le manque de plateau technique requiert, comme pour les autres patients, s'il a les moyens ou si vous payez, prenez en charge. Dans mon cas, il n'y avait rien à payer si je venais en France. J'avais une très belle assurance. J'ai une belle mutuelle. J'ai une carte vitale, comme tout le monde. Je suis français. Et le consulat était là pour relayer et pour appuyer que le cas échéant, ils sont là. C'est leur devoir que de s'occuper, leur devoir d'assistance, dans le sens de la loi internationale. Avec
tous ces diagnostics, personne n'a jugé utile de vous rendre la liberté ou bien de vous permettre d'aller vous soigner, sachant qu'en vous gardant là, c'était la case morgue. Personne n'a jugé utile de... Vous voyez, c'est ça qui était intéressant. Je vous ai dit que j'avais la mort ou la prison. Oui, c'était pour on m'a gardé. Je vous explique, monsieur Info, qu'ils avaient la possibilité, comme leur loi le dit, de me juger, d'ailleurs pour des affaires qui ne les concernaient pas. Jean-Emmanuel Fumbi ou Hope n'a jamais troublé un quelconque ordre public au Cameroun, si bien qu'on se demande ce que viennent faire les juridictions camerounaises. À supposer qu'elles tiennent quand même à me juger. Je pouvais être jugé en liberté. C'est la règle. Et si je suis condamné, on me... Alors, j'avais depuis 2009 une entreprise basée dans 4 villes. Boya, Bamenda, Douala, Yaoundé. S'il vous plaît, pas à des adresses anecdotiques. On était très bien représentés. Au Cameroun, nous avions à peu près 65-70 collaborateurs par là. Je ne compte pas ceux qui étaient à temps partiel ou des stagiaires. Je compte vraiment des gens pleins. Plutôt des gens à bac plus... Le minimum bac plus 4, bac plus 3. Sinon... 85% de mes collaborateurs, ce sont des ingénieurs, polytechniques, universités catholiques, avec lesquels nous avions des conventions pour prendre leurs meilleurs éléments, les former, etc., etc. Donc ça veut dire que malgré ça, ils ont estimé que ça ne valait rien. Et le contrat avec l'État, qui est un contrat de milliards de francs CFA, même ça, ça ne leur a pas paru être une garantie suffisante pour que je puisse comparaître en liberté. Ou au moins aller me faire soigner. Je fais mieux. Mieux qu'aller me faire soigner. Si on explique les médecins, hein, vous voyez des juges qui discutent avec les médecins, il faut vraiment, pour être dans cette attitude d'allègrement ou de jouissance dans la torture, il faut quand même, il faut avoir d'autres raisons que le droit. Parce que le fait que j'aurais même pu être, puisque j'avais plus mon passeport, j'aurais pu être assigné en résidence. Nous avions les moyens de payer les frais de gardiennage de gardiens qu'ils auraient choisis. La preuve, quand nous allions à l'hôpital, il y avait toujours au moins 4 gardiens, puisque à l'hôpital, le temps que nous y sommes allés, nous étions toujours gardés. J'étais souvent à l'hôpital quand j'étais plus conscient, et conscient ou pas, nous étions gardés. Il y avait des équipes, au minimum 4 gardiens affectés. Je crois que ces gardiens sont là. Certains ont fait preuve d'humanité à mon égard. Je les salue, je ne vais pas les nommer pour ne pas les mettre en difficulté. Il vaut mieux pas. Et donc, certains de ces gardiens, qui étaient des équipes de 4 à 6, selon les cas, en fait, et malgré que j'étais hémiplégique, hein, c'est-à-dire incapable de bouger, quoi. J'avais ces gardiens-là, et donc ça veut dire qu'on aurait pu m'extraire du cadre carcéral innommable. Comment demander les médecins? Et me mettre en résidence surveillée dans un appartement, une maison, que j'avais le loisir de payer, que mon entreprise aurait payé et qui aurait permis à l'entreprise de poursuivre normalement son activité. Même cela, ils sont allés à l'encontre de la prescription de leur propre médecin, du ministère de la Santé et de tout le monde. On n'est plus en droit, monsieur Moifo. Là, on parle de non-assistance à personne en danger. On parle de ce que vous voulez. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, dans le bœuf politique qui aujourd'hui est très étonné. Je suis certain que vous aussi à la maison, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, Jean-Emmanuel Fumbi, notre invité, va maintenant nous expliquer comment est-ce que vous avez été libéré de cet enfer-là. Qui a eu l'idée? Comment ça s'est passé? Je sais que Joël Didier Ngo, mon ami frère et chroniqueur politique, via son association, le Comité de libération de prisonniers politiques, a beaucoup œuvré. D'ailleurs, c'est par lui que vous arrivez à moi. En effet. Il faut dire les choses, car j'avais oublié que je vous avais vu une fois, c'est par lui que vous arrivez à moi. En effet. Alors, comment est-ce que votre libération... Il y a eu l'association de Joël Didier Ngo et de son épouse, que je salue ici, mais il y a eu également SOS Racisme, avec des noms... Dominique Sopo... Dominique Sopo à Paris, avec ses collaborateurs, mais il y a eu également au Cameroun, parce qu'il y a SOS Racisme au Cameroun, Maître Marc Zouba, que je salue de façon appuyée, et il y a eu Cyprien Koa, et il y a eu également la feu et la très regrettée Isabelle Benkan, une de vos consoeurs, qui était vice-présidente de SOS Racisme, qui a d'ailleurs été à l'audience de la de l'été 2014. L'idée Neyou pleure encore cette femme jusqu'aujourd'hui. Une brave femme, une femme formidable, que la mort a indûment emportée au terme d'une erreur médicale, enfin, nous verrons bien. Donc je voulais malgré tout la saluer, en tout cas les siens. Il y a même eu le REDA qui a pu, par moment, poser des actions
ponctuelles comme ça en notre faveur ou appuyées ou orientées, notamment dans le littoral. Mais je voulais vraiment saluer également la Commission nationale, la CNDHL, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui est un organisme public qui est venu nous rendre visite comme SOS Racisme à Nubel et qui en fait a rendu des rapports et tenu même des conférences publiques, voyez, dans lesquelles eux-mêmes ils ont écrit au procureur général, puis au président de la Cour d'appel du littoral, puis au garde des Sceaux, puis au président de la République, pour attirer l'attention sur le péril qu'il y avait sur mon droit à la vie et le droit à la santé, que le fait d'être en prison n'annule ou n'aliène en rien du tout. Et malgré cette action qu'ils ont posée dans le cadre de leur rôle tout à fait officiel, rien n'en a été fait. Donc la pression des organismes de défense des droits de l'homme, de ces associations que j'ai citées, d'une part. D'autre part, je salue également la presse camerounaise, parce que quand elle a creusé la chose, elle a véritablement fait œuvre utile en ma faveur. Je crois que sans elle, je ne serais pas là. Pas seulement parce qu'elle a relayé les conférences de presse du professeur Dieudonné Alexandre Chouin ou de maître Éric Choumi, qui sont deux avocats qui ont vraiment été tonitruants, qui ont porté le verbe haut et qui m'ont donné le sentiment que malgré ce marasme ténébreux, j'avais quand même le sentiment d'avoir été défendu. Eh bien, ils ont poussé, ils ont même pris des risques. Ils sont allés au ministère de la Justice parce qu'ils croyaient au début qu'il fallait vérifier la thèse des magistrats qui expliquaient que c'est avec leur chef à Yaoundé que nous avons un problème et que le dossier ne peut pas se régler à Douala et n'a aucun problème de droit. Et donc, ils se sont déportés personnellement, chacun à son tour, plusieurs fois. Monsieur le professeur Alexandre Chouin a rencontré le secrétaire d'État de l'administration pénitentiaire, donc le ministre adjoint à la justice, le ministre délégué à la justice, on va dire. Il a rencontré également le ministre de la Justice qui s'est fait représenter par le directeur des affaires pénales. Il a rencontré beaucoup de monde, le secrétaire général du ministère de la Justice. Il les a tous rencontrés pour leur servir des actes. Ça veut dire que nous avons les traces, non pas qu'ils ont été saisis seulement, mais de ce que nous leur avons dit pour les alerter du fait qu'il s'agissait d'une cabale judiciaire. Maître Éric Choumi a fait le déplacement, il a rencontré du monde, il a fait des actes pour expliquer la situation, pour dénoncer les anomalies qui étaient en train de s'enchaîner de manière en cascade et de manière tout à fait remarquable. Si ce n'était pas triste, on dirait qu'ils ont eu une constance et une créativité dans le mal, telle que ça renforcerait l'admiration. Mais il s'agit de choses tragiques, donc on va devoir s'en garder. Et donc ils ont été saisis, ils n'ont absolument rien fait, ce qui nous a permis de comprendre que si un partenaire technique de l'État, invité par l'État, privé de liberté par l'État, tombé malade suite à une violente et hémiplégique, avec tout ce que ça a entraîné pour tous les problèmes oculaires, l'exophtalmie, tous les problèmes oculaires que j'ai pu avoir, si on fait la sourde oreille à l'ensemble de la communauté médicale, unanime sur mon cas, pendant des mois, alors la vérité c'est que la presse a joué un rôle précieux parce qu'elle a relayé ces choses-là. Et vous me demandiez comment c'est arrivé. Je vous ai dit, d'une, les associations de défense des droits de l'homme, deux, la presse, trois, évidemment, et avant tout d'ailleurs, mes avocats. Mais je dois également vous citer, en fait, les autorités françaises locales. Notamment le consul général. J'en venais, le rôle. Le consul général de France à Douala, qui a véritablement tempêté, qui a porté le verbe, qui a pris des risques, qui a alerté, qui a bougé, qui a secoué, qui est venu dans le camp de Nubel, qui a dit que c'est pas possible, qui a agi et qui m'a dit je fais ça et après on va nous expliquer encore une fois que la France vient faire n'importe quoi, mais je fais quoi si mon compatriote meurt? Vous savez que peu de temps, quelques mois avant, il y avait un Français qui avait été décédé dans le camp de Nubel et que notamment j'en avais eu connaissance, donc je pouvais, quand je pensais à la mort, pas seulement penser à ce Français, mais penser à la mort dont on peut être témoin quasiment tous les jours à Nubel. Si vous n'êtes pas témoin d'une blessure grave, infligée par une fourchette redressée et reformatée en arme, ou d'une lame de rasoir qui a tranché l'aorte de quelqu'un, ce sont tout ça qu'on voit, monsieur, et c'est ça qu'on appelle la torture. Parce que l'être humain n'est pas fait, n'est pas préparé, n'est pas formé pour voir l'extrême violence. Donc quand vous voyez une veine coupée, quand vous voyez des gens s'évanouir, quand vous voyez un crâne
qui est percé et que vous voyez très bien qu'à l'infirmerie, il y a 10 lits, 10 infirmières, 2 médecins et rien du tout par rapport à l'infirmerie. Mais quand je dis lit, c'est une façon de parler, quoi. C'est des sortes de machins, vous voyez, et qu'ils n'ont aucun moyen de travailler et que quoi qu'il arrive, en fait, vous ne pouvez pas vous soigner là-bas. Les médecins le disent, je ne dénonce rien, alors si même je le faisais, ce serait à leur faveur. Vous savez que, en fait, la mort est quelque chose de normal. Les amputés ou les mutilés, ils sortent du camp de Nubel avec des regrets qui n'ont même rien à voir avec leur peine. Parce qu'ils sortent mutilés. Par qui? Ils sortent violés. Par les gants. Ah, Le les camp gants. de Nubel, lorsque je parle de camp, je ne suis pas dans une démarche d'excès. Je tente, ici, de prêter une paire de lunettes à vos téléspectateurs pour qu'à travers elles, ils puissent un peu lorgner au-dessus des barbelés qui entourent le camp de Nubel pour se faire une idée de ce qui se passe réellement à l'intérieur. Ceux qui dorment dans la cour, ce n'est pas des dessins. Lorsque je vous parle du nombre de détenus et de vous dire que plus de 2/3 sont en détention préventive, que vous avez des mineurs de 13 ans qui sont là depuis 9 mois, depuis 1 an, sans jamais avoir vu un juge, Pas possible. que vous avez des vieillards de 70 ans, 75 ans, dont la peine est épuisée depuis 6 mois, mais qui sont là pour des raisons de contrainte par corps, parce qu'ils n'ont pas 100 000 francs ou 60 000 francs à payer. Je vous donne des faits, monsieur. Ce ne sont pas des opinions. C'est empirique, c'est du vécu. Hélas, j'ai cru comprendre que ça ne s'était pas beaucoup amélioré. Et donc, si vos téléspectateurs veulent s'informer, je crois qu'aujourd'hui, contrairement à 2013-2015, il y a maintenant le phénomène des réseaux sociaux qui permet que certains parviennent à faire voir ou à porter des témoignages qui donnent une illustration ou des images tout à fait dégradantes de ce que peut être le niveau de cruauté de l'humanité. Le camp de Nubel, c'est là où l'humanité s'achève. C'est pas juste que vous êtes déshumanisé. Et donc, comment vous sortez de là? Vous avez cité les associations, la presse, le consul de France sur place, toute personne. J'ai eu dire que François Hollande s'est personnellement occupé de votre cas en passant le fil à M. Paul Biya. Est-ce vrai ou faux? Et grâce à un nom qu'on ne peut ne pas citer ici, qui a déjà été central dans le cas de Michel Thierry à Tangana, qui a été central dans le cas de Lydia Neyoum, j'ai nommé le sénateur Jean-Yves Lecomte, le sénateur des Français à l'étranger. Il va falloir que je le rencontre, ce sénateur. Oui, il en vaut le détour. Il en vaut le détour. Et je le salue ici. Le sénateur Jean-Yves Lecomte a fait des pieds et de la main. Il a fait des conférences de presse. Il a rencontré le garde des Sceaux avec l'ambassadrice de l'époque. Le garde des Sceaux leur a promis mon évacuation sanitaire au vu du dossier médical. Sauf qu'après presque 3 mois, M. Lecomte, qui n'a arrêté de relancer l'ambassadrice, on est parti du consulat à l'ambassade, vous comprenez? Ça veut dire que le consul a fait son rapport pour dire à l'ambassadeur, ce truc n'est pas à mon niveau. Donc, il faut que ce soit entre l'État désormais. L'ambassadrice rentre en jeu, comme ça coince toujours, elle fait appel au sénateur. Le sénateur propose également ses services. Et donc, il vient au Cameroun, il voit M. Laurent Esso, il lui écrit, donc ça veut dire qu'on a des lettres. Tout ce que nous avançons est étayé par au moins un document, au moins, souvent beaucoup plus qu'un. Et donc, M. Esso promet mon évacuation sanitaire, ne tient pas parole. Et d'ailleurs, les associations lui disent de faire attention et lui rappellent ce qui s'est passé dans le cas de Thierry Michel à Tangana, et toujours avec le même gardien des Sceaux. Et donc, il décide d'aller faire une conférence de presse, en fait, de poser des actions, et c'est lui donc qui porte d'abord la chose au plus haut du Quai d'Orsay, où Laurent Fabius, à l'époque ministre des Affaires étrangères, crée donc un comité, une sorte de task force, avec des conseillers Afrique, conseillers juridiques, etc., qui sont donc en interface avec les Dominique Sopor, le président de SOS Racisme, que je salue beaucoup ici. Donc les Joël Ngo, qui sont à Paris, qui font pression, qui assistent, vraiment qui font des sittings à l'ambassade du Cameroun, au ministère des Affaires étrangères, qui écrivent, qui rencontrent, qui se battent en fait. Et au-delà, beaucoup d'autres noms sur Paris que je ne cite pas, mais à qui j'ai déjà eu l'occasion de dire ma gratitude et que je voudrais renouveler ici. Et donc, ils font cette pression. Et vous avez Jean-Louis Lecomte qui, après avoir sollicité Fabius se rend aussi compte que ça coince. Parce qu'il y a des réunions. Et ce qui en sort, c'est le sentiment qu'on gagne du temps pour que le pire arrive, pour que l'irréparable arrive. Et c'est là que M. Hollande est mis
au courant. Je dois expliquer quand même que Claude Barthelone, entre-temps, qui est président de l'Assemblée nationale, qui était président de l'Assemblée nationale à l'époque, était passé au Cameroun, que entre autres cas, lors de l'audience que lui a accordé le président Biya, il a soulevé nos cas, Lydiane Eyoum, moi-même, et quelques autres dossiers qui lui tenaient à cœur. Le consul général m'en a fait le feedback. C'est pour ça que je peux en parler. Vous m'avez demandé qui est intervenu. C'est vraiment un maillage, c'est un tissu de personnes qui sont intervenues, mais véritablement sous la houlette et la trompette tonitruante de Jean-Yves Lecomte. Donc ça arrive finalement à Hollande, et ce que j'ai compris, c'est que c'est au terme d'un échange direct entre les deux présidents de la République que justement ce vendredi 13 février 2015, tout à coup autour de 22h15, parce qu'il fallait que ça se fasse à tout prix et avant que le week-end ne soit consommé, que j'ai pu être libéré en catimini, sans titre ni aucune décision judiciaire, aucune, exactement de la même manière que lors de mon arrestation. Voilà comment mon arrestation s'est passée. C'était jour d'anniversaire du président Biya, il fallait qu'il fasse une... Tant mieux que ce fût son anniversaire. Je ne sais pas si l'Élysée a calculé, j'en sais rien, vous voyez, j'en sais rien. Merci que ce jour-là, parce que je ne serai pas là à vous parler, et je ne serai pas là à l'autre partie que vous avez annoncée à vos téléspectateurs, s'agissant du CIRDI, et qui vous montre qu'en fait, on peut tout à fait être ponctuellement vis-à-vis des individus dans la gratitude, mais ne rien oublier et exiger que pour une fois, des gens payent la facture de leur turpitude. On en profite pour saluer le député Pierre-Alain Raffan qui se bat à l'Assemblée nationale pour que les Français emprisonnés à l'étranger soient égaux, quelle que soit leur couleur de peau. Bonjour, monsieur le député Pierre-Alain Raffan, ainsi que votre collègue Amina. Voilà. Sous l'égide de Thierry Michel Atangana, qui fait un travail formidable de ce point de vue. Voilà, salut Michel Thierry Atangana. Au mois de mai dernier, ce sont eux qui m'ont convié à couvrir une réunion à l'Assemblée nationale que vous pouvez retrouver sur JMTV+, sur ces thèmes-là. On va marquer une petite pause et on revient pour la dernière partie qui sera le CIRDI. Je vous en sais gré. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.